Il est plus facile de perdre des yeux que d'en gagner. C'est peut-être plus facile de faire pousser des dents que des ailes. Je vais vous parler de biologie évolutive, mais donc aussi de mathématiques et de la façon dont la modélisation en biologie évolutive apporte à la fois des solutions à la biologie et inspire les mathématiques en lui apportant de nouveaux problèmes. Je commence par un exemple très simple. Supposons qu'on ait 4 espèces, A, B, C et D, et qu'on veuille représenter leur relation d'apparentement. Pour cela, on va utiliser un arbre, qu'on appelle arbre phylogénétique. Et puis dans la suite, dans les 3 slides qui viennent, je vais supposer que A, B, C, D égale autruche, baleine, crocodile, dauphin. Alors, si A, B, C, D, ce sont bien ces 4 espèces, ce n'est certainement pas cet arbre qui est le bon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence, pour construire ces arbres, par regrouper les espèces qui sont les plus proches. Et vous savez donc certainement, en voyant ces 4 espèces, que les plus proches sont le dauphin et la baleine, qui sont des cétacés, et qui ont divergé il y a à peu près 50 millions d'années, c'est-à-dire qu'il y a 50 millions d'années, vivait l'ancêtre commun de tous les cétacés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est regrouper le crocodile et l'autruche, qui sont des archosauriens. Les archosauriens, c'est le groupe d'espèces, on dit le clade, qui regroupe les crocodiliens, les oiseaux et tous les dinosaures. Ce clade a divergé il y a 200 millions d'années. Toutes ces espèces sont des amniotes, c'est-à-dire que leur embryon se développe dans un milieu aqueux, qui est dans un sac qui s'appelle le sac amniotique, et qui est produit par la mer. Les amniotes ont divergé il y a 300 millions d'années. Pourquoi je vous montre cet arbre? C'est parce que l'arbre phylogénétique est l'objet fondamental en biologie évolutive, puisqu'il est le reflet du processus qui est à l'origine de la pensée de Darwin, le processus de diversification des espèces. On peut extraire beaucoup d'informations de cet arbre. Il y a la datation, des divergences, mais il y a également les caractères des espèces contemporaines. Est-ce que ces caractères ont été hérités de leur ancêtre commun? Et cette information, en ce qui concerne par exemple l'amnios, le sac amniotique, qui a été hérité de l'ancêtre commun de ces 4 espèces, le placenta et les glandes mammaires qui ont été hérités de ces 2 espèces, de leur ancêtre commun. On appelle ces caractères des homologies, dans le sens moderne, c'est-à-dire des caractères hérités de l'ancêtre commun. En revanche, la présence de dents chez le dauphin et chez le crocodile sont des homoplasies, c'est-à-dire qu'elles sont apparues plusieurs fois de façon indépendante, de façon parallèle, au cours de l'évolution. Alors évidemment, ce qui se passe en réalité, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'arbre phylogénétique, mais on connaît les caractères des espèces contemporaines. Et la question, c'est, peut-on reconstruire l'arbre phylogénétique à partir des caractères des espèces contemporaines? Peut-on, à partir d'une liste de caractères qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas, déduire si un caractère est une homologie ou une homoplasie? C'est une question qui est une question difficile, qui est une question en fait de mathématiques. Vous voyez, on peut les appeler ABCD ou autruche, baleine, crocodile, dauphin. Ces espèces, ça ne change pas grand-chose. C'est une question mathématique qu'il est compliqué de résoudre. Vous avez n espèces, vous avez k caractères. Pouvez-vous reconstruire l'arbre phylogénétique de ces espèces? Cette question, il y a tout un domaine des mathématiques qui s'en est emparé, qui s'appelle la phylogénétique combinatoire. Donc c'est un premier domaine qui est un domaine très très vaste et qui est très actif et qui se pose des questions du type donc combien faut-il de caractères lorsqu'on a une espèce pour reconstruire l'arbre phylogénétique? Quel est l'arbre qui présuppose le moins de changements évolutifs au cours de l'évolution? C'est-à-dire, à partir des caractères qu'on se donne aujourd'hui, un arbre donné présuppose ici que, par exemple, les dents sont apparues 2 fois, ou alors les dents étaient communes à l'ancêtre commun de tous les amniotes et sont disparues au moins 2 fois. Alors plus vous avez d'espèces, plus vous avez de caractères, plus vous avez d'informations, mais évidemment de façon théorique, donc il y a un problème mathématique qui est très difficile et que ce domaine s'emploie à résoudre. Alors, il y a un petit détail qui ne vous aura pas échappé, c'est que lorsqu'on applique cette méthode, qui s'appelle la méthode cladistique, de trouver l'arbre qui présuppose le moins de changements évolutifs, on suppose que le scénario le plus parcimonieux est le plus vraisemblable. Évidemment, en biologie, c'est loin d'être toujours le cas, et un autre pan des mathématiques, ou un autre pan
de la biologie évolutive va s'intéresser à la façon de quantifier des modèles d'évolution qui vont, par exemple, mettre plus de poids dans le fait de perdre des yeux. Il est plus facile de perdre des yeux que d'en gagner. Et qui vont quantifier tous les changements qui peuvent se produire à l'échelle évolutive pour appliquer cette nouvelle tâche, effectuer cette nouvelle tâche. Il va falloir se donner des probabilités. Et pour se donner des probabilités, il nous faut un espace. Je vous donnais un exemple ici d'arbre qui n'est pas le bon arbre, qui est l'arbre qu'on aurait peut-être déduit si on avait utilisé le caractère aquatique de ces trois animaux et la présence de dents chez ces deux-là pour reconstruire l'arbre. Et donc maintenant, l'espace dont je vais vous parler, donc cette autre théorie qui essaye de modéliser le processus des changements évolutifs, présuppose l'existence d'un espace qui est un espace complètement abstrait, qui est l'espace des phénotypes. Qu'est-ce que c'est qu'un phénotype? C'est simplement un caractère. Alors ça peut être un caractère qualitatif, comme la présence de plumes, la présence d'écailles, la présence de dents, et des caractères quantitatifs, comme par exemple la longueur de la mâchoire ou bien la masse corporelle. Cet espace est de très très grande dimension, puisque des caractères, il y en a énormément. Donc il n'est pas question de cartographier absolument tout le vivant, mais au moins on peut faire cette expérience de pensée, de représenter chaque espèce par un point dans cet espace. Chaque point dans cet espace est une espèce qui est caractérisée entièrement par ses coordonnées dans cet espace. Chaque coordonnée, chaque dimension est un caractère différent. Donc évidemment, ici, c'est une représentation très simplifiée d'un espace phénotypique qui serait bidimensionnel. C'est évidemment pas le cas dans la réalité. Et puis, alors, évidemment, ce n'est qu'une expérience de pensée, dans la mesure où, par exemple, il semble assez illusoire de pouvoir comparer dans le même espace une bactérie ou une grenouille, mais on fait quand même cette expérience de pensée, et on imagine donc que chaque espèce est représentée par un point, et que ces points peuvent d'une part se diviser en deux, au gré des spéciations, et d'autre part, vous voyez que le temps va vers le haut, et que d'autre part, ces points peuvent parfois disparaître en cas d'extinction. Mais ces points ne font pas que ça, ils se déplacent également dans l'espace, ils se déplacent au gré des mutations et de la sélection. Pour modéliser ce déplacement dans l'espace, on a besoin de plusieurs ingrédients, et si on voulait simplifier les choses à l'extrême, on dirait qu'on a besoin principalement de caractériser en chaque point de l'espace quelle est la probabilité de mutation, à certains moments qui sont aléatoires, des individus naissent avec un phénotype qui est différent de celui de leurs parents. D'accord ? Donc on parle de mutation. Quelle est la probabilité d'une telle mutation? Ça va dépendre éminemment de l'endroit où vous vous situez dans cet espace. Et puis la deuxième chose, c'est quelle est la probabilité de fixation de cette mutation? Puisque si elle est parvenue jusqu'à nous, c'est qu'elle s'est fixée. Ça veut dire que l'individu porteur initialement de ce nouveau phénotype, de cette mutation, va voir sa descendance augmenter en fréquence jusqu'à ce qu'elle atteigne une proportion égale à 100% de la population. Ces paramètres, on peut les nommer, c'est évidemment une représentation très simplifiée de la réalité, et même c'est une représentation très simplifiée de ce que font les mathématiciens. On peut dire qu'en chaque point de l'espace et dans chaque direction, il y a une façon de bouger qui est un taux d'évolution V, une vitesse, qui peut s'écrire sous la forme n fois mu fois s, où n est la taille de la population, mu le taux de mutation dont je vous parlais, et s la probabilité de fixation. N mu est donc le taux de production de mutants en ce point, et s, quand vous multipliez par s, vous avez le taux de production de mutants qui parviendront jusqu'à nous. Alors évidemment, le problème qu'on a avec ce genre de modèle, c'est qu'on travaille dans un espace dont on ignore absolument toute la géométrie, et avec lequel on a de grandes difficultés pour l'estimation de ces paramètres. Donc le taux de mutation va dépendre du point où vous êtes dans l'espace. C'est plus difficile, comme je vous disais tout à l'heure, de gagner des yeux que d'en perdre. C'est peut-être plus facile de faire pousser des dents que des ailes. Et puis cette probabilité de fixation, elle dépend complètement des interactions entre les individus, des interactions entre les espèces. Donc elle dépend complètement de la configuration globale de tous vos points dans cet espace de très très grande dimension. Donc dans ce domaine, il y a en fait deux écoles. Il y a les gens qui font des vraies maths difficiles et qui essayent de comprendre comment ces paramètres émergent des interactions entre les individus. Et il y a des très belles mathématiques qui sont faites, notamment en France, et qui empruntent aux équations aux dérivées partielles et aux probabilités, qui font ce genre de travail, mais qui sont assez éloignés des données et des applications. Et puis il y a d'autres travaux qui sont assez mathématiques, mais qui ne sont pas, disons, de l'ordre de l'innovation mathématique, qui font des hypothèses minimales sur ces paramètres, du type, disons, le taux de mutation dans toutes les directions de l'espace sont les mêmes, et on suppose en fait que le mouvement phénotypique est un mouvement diffusif du type mouvement brownien, mais qui, à l'aide de ces modèles, arrive à reconstruire l'état d'un caractère chez l'ancêtre
commun à un groupe d'espèces. Il y a une autre approche qui consiste à remplacer les phénotypes par les génotypes. L'espace des génotypes, pourquoi est-ce qu'il est intéressant en évolution? C'est parce que, au fur et à mesure que les espèces évoluent, leur génome aussi évolue. Ça ne paraît pas une évidence, mais évidemment, si les phénotypes évoluent, les génotypes évoluent. Et c'est pour ça que dans mon titre, j'ai parlé de l'autre secret de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN ne code pas seulement pour la structure et le fonctionnement des organismes qui le portent, mais porte en lui l'empreinte de son histoire évolutive. Ici, vous voyez qu'on a un espace des génotypes qui est représenté par, ici, dans le cas particulier de séquences à 3 sites qui ont chacun 2 états, qui est simplement un cube, mais qui en général est un hypercube, dont on connaît très bien la structure en mathématiques. C'est un graphe, et donc la distance entre 2 espèces est simplement la distance de graphe en leur séquence, qui est simplement le nombre de différences entre leurs 2 séquences. Puis en plus, cet espace a un avantage par rapport à l'espace des phénotypes, qu'on peut bien évidemment représenter n'importe quelle espèce. Enfin là, je grossis un peu le trait, mais on peut placer, identifier n'importe quelle espèce dans cet espace à partir de sa séquence ADN. Alors il y a des modèles qui sont des modèles cette fois qui empruntent à la théorie des probabilités, qui essayent de modéliser l'évolution qu'on appelle donc moléculaire des génotypes au cours du temps. Et à l'aide de ces modèles, on dispose de formules mathématiques qui relient la distance génétique et la distance évolutive, c'est-à-dire le temps de divergence entre 2 espèces. Malheureusement, comme dans le cas des phénotypes, il faut connaître la vitesse d'évolution, ce fameux V. Mais ce V, en fait, on le connaît d'une part parce que mu ne dépend plus, disons, des détails des phénotypes, mais ne dépend plus que des propriétés physico-chimiques, des bases puriques de l'ADN, que l'on connaît bien. Donc, par ce biais, on peut calibrer, on appelle ça calibrer ce mu. Et d'autre part, ce S, en fait, qu'il était si compliqué de calculer dans le cas où on modélisait l'évolution des phénotypes des espèces, eh bien, ce S, en fait, vaut 1 sur n dans une population de taille n pour les génotypes. Pour la raison suivante, qui est due à une découverte d'un biologiste japonais dans les années 70, qui s'appelle Kimura, et qui a montré que la cause principale de la variabilité à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire à l'échelle des séquences d'ADN, ces différences entre 2 individus, quand vous prenez une photo au temps t de leur séquence ADN, ces différences souvent ne confèrent ni avantages ni désavantages à leurs porteurs. Elles sont dites neutres. Ces mutations neutres, leur fréquence fluctue de façon très lente dans la population, alors que les mutants avantageux, eux, se fixent très rapidement, les mutants désavantageux disparaissent très rapidement. Les mutants neutres, eux, sont à fréquence fluctuante au cours du temps. Et donc, quand vous prenez une photo à un temps t, la seule variabilité que vous voyez, c'est la variabilité neutre. Eh bien, il y a un petit calcul mathématique très général qui permet de montrer que la probabilité de fixation d'un mutant neutre dans une population de taille n vaut 1 sur n. Et grâce à cette théorie, on connaît aujourd'hui, disons, ce taux d'évolution des séquences ADN, qu'on appelle le pouls de l'horloge moléculaire, et qui nous permet de construire des phylogénies qu'on appelle moléculaires, comme celle-ci, qui est parue dans Nature l'année dernière, et qui vous donne la phylogénie des 10 000 espèces d'oiseaux connues aujourd'hui. Alors si je n'ai pas réussi à changer votre vision du monde pendant ces 15 minutes, je vous montre juste cette petite image qui est la phylogénie de tout le monde vivant. Donc quand vous partez du centre de l'arbre et que vous vous éloignez, vous voyez l'arbre se ramifier. Tout ce qui est en bleu sont les bactéries, ce qui est en vert sont les archées, les eucaryotes sont en rose, les animaux, les métazoaires sont ici, et les plantes sont ici. Ça change un petit peu notre vision du monde. Et maintenant, si vous regardez à l'intérieur des animaux uniquement les mammifères, voilà ce que vous trouvez. Ici, vous avez tous les mammifères, donc représentés sous forme fractale. Tout au bout, vous avez les primates. Ici, vous avez les grands singes. Et ici, vous avez Homo sapiens. Merci.